Salut les amis, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et si vous veniez vous faire déshypnotiser? Donc voilà un petit peu ce dont sur quoi je vais traiter aujourd'hui. Alors avant de parler de tout ça, j'aimerais lancer un pavé dans la mare sur la perception de l'hypnose au jour d'aujourd'hui, en tout cas vécue par la majorité, une grande majorité de personnes qui arrivent donc dans nos cabinets un peu tous les jours. Donc l'hypnose, c'est quoi? Eh ben pour certains, on a l'impression qu'on va leur dire, eh ben vous allez dormir. Donc vous allez perdre conscience, vous allez perdre connaissance l'espace d'un moment, et le temps où vous allez perdre conscience l'espace de ce moment, il pourrait se passer beaucoup de choses. On pourrait finalement interagir sur le système de valeurs, sur l'identité, on pourrait intervenir sur les schémas de sécurité, on pourrait violer l'intimité des souvenirs ou de la personnalité de la personne, il pourrait se passer, et puis surtout on pourrait lui faire des choses qu'elle ne voudrait pas. Alors de ce point de vue-là, en effet, j'ai envie de vous dire, oui, ça fait peur. Maintenant, donc je mets volontairement un cadre j'ai envie de dire complètement imagé, caricaturé de cette activité, parce que on verra tout à l'heure je pense qu'on est aux antipodes de ce concept. Alors, pourquoi je vous pose cette question, et si on venait se faire déshypnotiser? Avant de parler de se faire hypnotiser ou déshypnotiser, il faut d'abord parler des états modifiés de la conscience. Un état modifié de la conscience, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours. C'est un état qu'on a toujours recherché chez l'humain par différents supports. Ces supports s'appellent la prière, la méditation. Ça s'appelle pour certains la lecture. Ça s'appelle pour certains aller regarder un film. C'est aller marcher ou conduire en voiture et des fois se tromper de route parce qu'on est passé quelque part en mode automatique. Certains vont passer par des psychotropes, par exemple. Tout ça, ce sont des états modifiés de la conscience. Alors, la conscience ou l'inconscient, ça fera l'objet d'une vidéo. Mais ces états modifiés de l'inconscient, on pourrait essayer de le voir pas comme une vision en 2D comme on peut souvent entendre. Je suis conscient, je suis inconscient. C'est plutôt un point dans l'espace, la conscience. Ce point, il va bouger. Il va entrer, sortir par des portes, en fonction de nos rythmes circadiens, en fonction de nos humeurs, en fonction de nos états de fatigue, en fonction finalement de la perception du moment, en fonction de notre entourage, en fonction de l'environnement, en fonction des couleurs, en fonction de plein de choses. Ces petits référencements sont des états modifiés de la conscience dans lesquels on passe et on pénètre, on bouge dans une dynamique, dans un flux en permanence. Ces états modifiés de la conscience, comme je l'expliquais, elles peuvent être amplifiées, elles peuvent être finalement utilisationnelles. Et donc voilà en fait qu'on en arrive finalement à notre outil qui s'appelle l'hypnose. Mais on pourrait en utiliser d'autres, on pourrait parler de la PNL, on pourrait parler, j'ai envie de même dire, la psychologie est un état modifié de la conscience, même si on passait plutôt par un réseau analytique, mais c'est un état, pour moi, modifié de la conscience. Donc voilà un petit peu ce que je perçois aujourd'hui comme état modifié de la conscience. Alors, ce qui est souvent rigolo, c'est qu'on a toujours, un peu tous les jours, cette perception, en tout cas, de chacun, de se dire, on est dans une forme de contrôle, on a un contrôle sur notre environnement, on a un libre arbitre, on est libre du choix, de nos décisions, de ce qu'on fera de notre vie. Et pourtant, on peut se rendre compte que c'est pas toujours le cas. Alors j'explique aux gens, vous savez, l'état d'hypnose, c'est pas en rentrant dans mon cabinet que vous l'avez, vous le vivez tous les jours. Alors je m'explique, vous le vivez tous les jours, c'est vrai qu'on a vu dans les différentes phases qu'on peut rencontrer dans notre vie, mais j'ai envie de dire, il est bien plus profond que ça. Ça s'appelle la publicité, ça s'appelle la politique, ça s'appelle les influences culturelles, ça s'appelle les croyances, ça s'appelle les schémas éducatifs. Ce sont finalement toutes ces informations que l'on a collectées dans notre environnement depuis qu'on est petit, qui ont pu créer des influences, des directions parfois constructives et productives, parfois des directions limitantes dans lesquelles on a du mal en fait à sortir. Tout ça, c'est l'hypnose, c'est cette prison parfois que certains transportent tous les jours.
Cette prison, elle est autour d'eux, avec des formes plus ou moins variées, avec des intensités, avec des duretés, avec des solutions, j'ai envie de dire des configurations de cadenas qui sont propres à chacun. Voilà un petit peu pour moi ce qu'est l'hypnose en fait au quotidien. Donc quand vous venez au cabinet, vous n'allez pas vous faire hypnotiser, vous allez vous faire déshypnotiser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir passer par un outil naturel que l'on possède tous, un état modifié de la conscience, qui va pouvoir de vous à vous permettre de pouvoir agir sur ces différents cheminements de pensée, parfois qui se sont enquistés, qui se sont sclérosés, qui ont été basés sur des peurs, sur des colères, sur des culpabilités, sur des deuils, sur finalement plein de choses, sur des croyances limitantes, des représentations des fois toxiques, qui nous limitent finalement dans notre quotidien. Alors c'est ça l'hypnose. Alors est-ce qu'on dort? Évidemment que non. Nous sommes pleinement conscients, en tout cas dans la mesure de ce que l'on vit, dans la perception du conscient que l'on vit tous les jours. Il n'y a rien qui change. On a simplement le corps qui se détend, qui rentre dans le système du cœur parasympathique, c'est le système de la détente, de la relaxation. Donc on est bien. Et dedans, on va pouvoir agir, on pourrait dire de façon consciente, dans ses ressources, dans ses capacités, dans nos structurations, dans nos cheminements mentales, et pouvoir agir, et de recréer une cohérence entre mon désir, l'endroit où je veux aller, ce que je veux me permettre, et ce qui m'entrave. Et recréer finalement une cohérence, et une capacité à pouvoir me permettre de pouvoir aller un peu plus dans cette direction-là. On est très très loin de la perte de contrôle qu'on nous évoque. On est très très loin de la perte de contrôle qui est souvent montrée du doigt, avec un opérateur qui vient vous saisir en cabinet. Nous ne prenons pas le contrôle de quelqu'un. Nous allons simplement lui permettre de l'accompagner dans un état dans lequel, parfois, naturellement, on ne sait pas y aller. Et dans lequel on va permettre à l'individu d'aller chercher ses propres ressources de façon autonome. On intervient finalement que comme des partenaires à partir du moment où quelque chose devient difficile d'accès, compliqué. À ce moment-là, on peut venir proposer une façon de procéder, de venir proposer une façon de voir dans laquelle la personne, si elle le souhaite ou pas, pourrait éventuellement s'accaparer un outil ou une façon de faire pour avoir accès à un outil et donc lui permettre de récupérer cette autonomie, cette liberté, cette vision des choses qui pourrait lui permettre d'arriver un peu plus à cet objectif. Donc voilà un petit peu pour moi ce qu'est l'hypnose au jour d'aujourd'hui. Il est avant tout un outil, et un outil ça reste neutre. Une fois j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur dans un hôpital, un très grand professeur, qui avait eu l'expérience avec un collègue qui était hypnothérapeute, qui donc faisait des analgésies ou des... comment je vais dire oui, des analgésies ou des anesthésies, donc chez les patients, notamment chez jeunes enfants, des fois qui avaient un mauvais a priori par rapport à la piqûre ou des personnes qui étaient allergiques tout simplement. Et donc il m'évoquait un petit peu ce point de bon voilà, moi vous savez, hein, quelque part, voilà, c'est quelque chose auquel je ne crois pas trop. Alors c'est paradoxal parce que quelque part ces anesthésies, il les voyait faire tous les jours et un discours assez péjoratif et il remettait en question indirectement, en passant par le biais d'autres personnes, il remettait cet outil en question. Alors je me suis senti légèrement concerné, même si ce monsieur je l'ai rencontré pour la première fois, il m'avait demandé ma profession et finalement moi je ne lui avais rien demandé. Alors je lui ai posé cette question, je dis mais docteur, donc qui était chirurgien, je dis vous avez en fait un scalpel, un bistouri, qu'importe. Je dis ce scalpel en fait il peut vous permettre de sauver des vies, mais il peut vous permettre aussi de tuer. Et je dis la seule différence finalement ça dépend de l'opérateur, ça dépend en fait de l'intervenant, ça dépend finalement de son éthique, ça dépend de son rapport, c'est comme un stylo quelque part. On est tous capables de tenir un stylo, mais on ne l'utilise pas tous de la même façon. Hein. Il y en a certains qui vont en faire des gribouilles et d'autres qui vont en faire finalement un chef-d'œuvre, en tout cas dans l'utilisation qu'ils vont en faire. Donc j'ai envie de dire que tout ça, ce sont des supports qui sont neutres par définition, et ils ne dépendent que du point de vue, que de la façon de faire, que de la capacité
donc de l'opérateur à savoir utiliser, voire parfois à sublimer, en le transformer, à mon sens, en un art. Et c'est comme ça que je vois en tout cas au jour d'aujourd'hui cette activité. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle va dépendre de votre capacité à pouvoir la rendre profitable, à pouvoir la rendre intéressante, à pouvoir la rendre utilisationnelle pour l'individu. Voilà ce que je voulais dire un petit peu, encore une fois, dans ma perception du moment, comment je percevais cet outil et, et tenter aussi de casser certaines croyances limitantes parce que je trouve toujours malheureux que l'on franchit la porte des cabinets souvent tardivement, qu'on rencontre des personnes qui ont été fatiguées et usées, parfois dans un système dans lequel on les a enfermés, dans lesquels ils se sont infligés des souffrances, des douleurs, et que c'est en dernier recours où on ouvre cette porte, et qu'après avoir parfois trouvé des solutions, eh ben on a ce retour de dire ah si j'avais su, oui si j'avais su, pourquoi si j'avais su ne s'était pas fait, parce que tout simplement derrière on véhiculait des informations toxiques sur ces activités, on crée des représentations limitantes qui sont inscrites dans un contexte, et si je ne peux citer que le contexte du spectacle, il y a un environnement particulier, on est dans un show, on est dans une discipline dans laquelle on peut retrouver des choses similaires mais qui restent bien différentes dans l'approche, dans la façon de faire. Et ce spectacle, il est ni bon ni mauvais, il est ni critiquable ni contestable. Il est une façon d'utiliser mon stylo, une façon d'utiliser mon scalpel. Mais il ne faut pas en faire pour autant des amalgames, des comparaisons ou des raccourcis. Ce sont des disciplines qui sont différentes, qui ont des objectifs, qui ont des enjeux, qui ont des contextes, des environnements, des leviers différents. Voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ce sujet. Bon, je ne vais pas développer davantage parce que l'objectif, il faut toujours que je me le garde dans la coin de la tête de ces vidéos, c'est qu'elles soient courtes, concises, et puis qu'elles soient, j'ai envie de dire, excusez-moi, qu'elles soient accessibles à un maximum de personnes. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, je vous souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Voilà, salut les amis.